Cambrise d'été pour 1 heure. Nous allons passer encore un petit peu de temps ensemble. Donc, et tout de suite, nous allons recevoir et accueillir avec grand plaisir Aïda Mechri, qui est prête à vous servir et parler d'une frange de la société qui mérite tout l'intérêt. Bonjour Aïda. Bonjour Rabia, merci. On est toujours heureux, vraiment très heureux de t'accueillir. Moi-même. Voilà, donc et surtout que voilà, on vous prodiguait tellement de conseils, les mamans, les papas, ont vraiment du plaisir à recevoir toutes ces orientations liées à des problèmes épineux qu'ils gèrent au quotidien. De toute façon, on en a besoin. C'est comment on peut trouver l'information, comment banaliser les choses, comment vraiment accueillir les gens en difficulté, en souffrance, et puis même ceux qui sont très fiers et peut-être partager leur expérience. Aujourd'hui, je viens vous apporter la joie, mais aussi l'expérience de beaucoup de professionnels sur le terrain qui ont réussi pas mal d'expériences avec les enfants différents. Parce qu'aujourd'hui, comment vraiment simplifier, inviter les familles, inviter les mamans surtout à comprendre que ce n'est pas magique, qu'on peut construire les choses doucement, juste il faut croire aux choses, et il faut croire vraiment à nos compétences et puis simplifier les choses et sauter pour offrir à nos enfants le plaisir de vivre bien sûr les activités pendant cet été et puis autant échanger que les vacances. Profiter des vacances, profiter de la Grande Bleue, profiter de toutes les distractions et divertissements qui sont offerts aux jeunes. Et donc ils y ont droit, en tout cas les autistes entre autres. Absolument. Mais ce qui diffère peut-être, et c'est très intéressant de revenir pour souligner ça, que ce n'est pas au même rythme, ce n'est pas de la même manière, ce n'est pas avec les mêmes outils, ce n'est pas dans le même sac avec toutes les activités. Vous savez très bien que les mamans chez nous, ou les pères aussi, pour organiser, ils ont plusieurs tâches et puis plusieurs enfants dans plusieurs rythmes de vie, là où si on ne fait pas très attention déjà, pour souligner... Quand on a plus de 2 gosses, c'est très difficile à gérer quand il y a une sortie familiale. Franchement, c'est compliqué. Mais quand on a un enfant qui a des besoins spécifiques et qui est différent un petit peu comme un autiste, et voilà, on a besoin d'une autre organisation. Parfait. Parfait. Je crois que si vous mettez juste enfant à besoins spécifiques, c'est vrai que c'est intéressant d'élargir parce que l'enfant autiste à part entière, il a sa spécificité, là où on peut vraiment construire les choses différemment et puis inviter les parents à voir comment on peut réaliser les choses. Aujourd'hui, on a vécu plusieurs expériences très enrichissantes avec les mouvements associatifs, avec les secteurs, différents secteurs ministériels. On peut en parler, mais avant de vraiment échanger sur le contenu, c'est important aussi de parler de cette spécificité qui peut toucher plusieurs handicaps. Voilà, qu'est-ce qui peut déranger justement? C'est l'été, on s'apprête à sortir, à aller à la plage. Un enfant autiste risque de réagir différemment. Moi j'aime bien quand vous parlez que de l'enfant autiste, mais non, oui, mais il y a d'autres types d'handicaps. Vous voulez qu'on parle de tous les handicaps? Il n'y a pas de problème. Je juste simplifie parce qu'on peut retrouver multiples. L'autiste peut porter aussi un autre handicap. Donc il peut être sensoriel, il peut être aussi moteur. Là, c'est un tout petit peu un enfant très différent qui a l'intelligence, qui a le lien, qui a la communication qu'il faut. Donc on peut travailler, offrir juste le cadre pour lui permettre de vivre des moments différents et puis lui offrir ce qui va avec ses compétences. L'enfant autiste, c'est vraiment différent. C'est vraiment une différence à part entière. Pour la simple raison, on touche un tout petit peu une catégorie très différente, l'handicap mental, mais on a appris aussi que dans le mental, il y a une variété. C'est pour ça qu'on parle un peu de spectre de l'autisme, parce que chaque enfant est unique et chaque enfant est différent de l'autre. On peut retrouver l'intelligence qu'il faut, peut-être qu'on peut dire qu'ils sont très très intelligents, très éveillés, mais il y a quelque chose dans leur bulle, dans la communication, qui sont dans leur monde à eux, avec leur rythme, avec quelque chose qui leur donne la satisfaction dans leur technique, leur outils, leur répétition, leur manière de faire. Si on ne trouve pas, et on ne joue pas, et si on ne s'adapte pas avec cette différence, on trouvera des
obstacles pour vraiment trouver la bonne porte pour leur offrir le plaisir. Vous savez, par expérience, l'année précédente, mais aussi cette année, dans sa deuxième édition, Colonie de vacances pour les enfants autistes, qui était une expérience du ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration et avec, en présence de tous les secteurs qui travaillent avec la petite enfance, enfin les enfants, ils ont construit un cadre agréable pour permettre à ces enfants de nager, de retrouver un tout petit peu les activités culturelles autour de ces piscines, toute l'animation qu'il faut, tout ce qui peut être activité physique autour de ces moments de plaisir. Vous savez très bien que l'enfant, il a une énergie dans le corps qui peut vraiment jouer, découvrir l'espace et puis découvrir les objets pour faire en profiter, mais aussi le travail minutieux dans la motricité fine, les jeux, dans les travaux manuels. Il y a quelque chose dans cette richesse qui a construit une deuxième édition qui a touché les wilayas de l'Est et de l'Ouest, la wilaya de Tlemcen, la wilaya de Annaba, mais ça a donné une très belle expérience là où les pédopsychiatres qui ont participé témoignent de cette force et cette simplicité. Il suffit juste d'ouvrir la porte pour permettre à ses parents de retrouver un cadre qui s'adapte avec leur enfants, qu'on puisse retrouver des activités adaptées à leur rythme. Parce que ce n'est pas comme un enfant normal. C'est vrai que c'est différent d'intégrer un enfant dans la foule et puis faire très attention par rapport à son rythme. Absolument. Les troubles sensoriels, entre autres. Absolument. Même par rapport à la nourriture. Vous savez très bien que les enfants, ils ont besoin d'une texture, d'un goût différent, d'une manière, d'un rythme pour se nourrir. Ils peuvent pas tout manger, effectivement. Absolument. Mais aussi un rythme de sommeil. Ils ont besoin de retrouver un cadre d'équilibre pour pouvoir redynamiser, pour ne pas les balancer dans cette hyperactivité, on va dire, pour ne pas les stimuler plus qu'il en faut, leur donner juste le rythme pour qu'ils puissent découvrir, apprécier et puis vivre les expériences. Moi, je crois que c'est l'une des belles expériences qu'on avait vécues l'année passée, cette année, parce qu'on a vu les témoignages des familles, les enfants qui se réveillaient, là où on croyait qu'ils étaient très, très collés à leurs parents, eh ben, on retrouve avec une autonomie, sac au dos bien pris le matin pour vraiment vivre tout ce qui est natation, parce que vous savez, la relation avec l'eau, ça devient très thérapeutique, mais aussi dans le cadre d'échange, ça offre à l'enfant un petit cadre social différent, des amitiés, absolument, de nouvelles amitiés. Mais aussi une découverte, parce que ça leur donne la possibilité de nouer le lien différemment et puis de découvrir qu'à travers l'objet, qu'à travers la situation, on peut vraiment se comprendre, on peut vraiment ouvrir sur des compétences de l'enfant qui peut construire. On a des artistes, vous savez très bien, qui sont très très doués, mais sauf que l'activité, c'est elle qui nous donne un peu ce fil conducteur pour qu'on puisse comprendre dans quel terrain ou dans quel espace il peut vraiment s'épanouir. Et puis ça nous permet aussi de lire les métiers futurs, parce que ce sont des enfants qui vont se projeter dans cette autonomie et puis ils vont donner quelque chose qui sera leur métier futur, dans l'assemblage, dans l'art, dans la construction, dans le travail tactile. Il y a quelque chose qui fait que dans cette dynamique, on peut retrouver bien sûr quelque chose qui peut apaiser la souffrance des familles, parce qu'ils ont besoin de comprendre et puis de vivre un espace d'équilibre avec d'autres personnes. C'est dans l'échange et puis dans cette richesse. De l'autre, ça permet à l'enfant de retrouver un sourire, une joie et puis cet équilibre qui va lui permettre de se préparer bien sûr pour une scolarité plus équilibrée, pour une relation plus dynamique, et puis ça donne une confiance, ça donne un lien, ça donne une manière différente de tisser le lien et puis de renforcer un peu cet attachement qui est très thérapeutique. Il faut dire que certains clubs donc de plongée ou d'activités justement
en milieu marin, joue le jeu pendant l'été et offre des balades gratuites aux enfants autistes entre autres ou enfants aux besoins spécifiques. Je cite à titre d'exemple l'association Récif qui travaille en étroite collaboration avec toutes les associations qui aident aux malades ou aux enfants donc aux besoins spécifiques et qui leur permet aussi d'avoir accès à cette citoyenneté par des actions solidaires qui sont initiées par ces clubs et c'est extraordinaire tout au long de l'année et l'été aussi ça continue. C'est-à-dire que par exemple les enfants qui s'occupent il y a l'association des enfants de la Lune, qui a droit à des sorties en mer de la part de ces associations qui jouent le jeu justement dans ce sens. Magnifique, les enfants de la Lune, entre parenthèses comme ça, je crois que c'est l'un des dossiers phares qu'il faut vraiment se focaliser pour vraiment aider ce public, étant donné que voilà, ce qui me revient, c'est de belles expériences avec des parents qui ont contribué et puis il y a plusieurs secteurs qui ont contribué aussi pour simplifier, aider ces enfants, pour transformer tout ce qui est activité pendant la journée, quelque chose qui peut être très enrichissant, et puis la découverte de la mer, de ces activités, de ce moment précieux qu'ils peuvent découvrir nager la nuit dans un cadre très protégé, mais aussi ça permet à l'enfant de vivre comme tout enfant cette rencontre et puis c'est ce plaisir, contact extraordinaire. Je crois que tu soulignes quelque chose d'extraordinaire, mais aussi merci à tous ces associations qui travaillent différemment, parce qu'il y en a ceux qui travaillent un peu dans le terrain du golf pour inviter la fédération de Madame Farah Assid. Je crois qu'elle offre aussi une technique et une approche complètement différente à ses enfants pour garder le calme et puis voilà, dans la verdure, un cadre stable pour les parents, pour offrir à cet enfant le cadre qu'il faut pour travailler minutieusement, mais aussi les associations, les fédérations qui travaillent sur l'atelier artistique, moi je dirais, dans l'échange, les travaux manuels, le dessin, pâte à modeler, dans la peinture. Il y a beaucoup d'ateliers qui ont su capter, palper et puis apprendre à ces enfants de vraiment faire un chemin dans tout ce qui est les techniques de l'art. Sans oublier, bien sûr, quelques artistes. Aussi, hein. Oui, bien sûr, qui reste quand même une école et un cadre vraiment très agréable pour vraiment un cadre thérapeutique, il faut bien le souligner, dans la relation. Les artistes aussi qui ont travaillé sur le chant. Il y a plusieurs artistes qui ont construit les troupes. À leur tête, l'association Shems qui travaille sur le rythme et l'accompagnement musical chez les enfants. Vous savez, cette richesse nous invite, nous parents, à creuser un tout petit peu pour qu'on puisse planifier quelque chose pour nos enfants. On ne peut pas rester comme ça, c'est pas dans l'air libre qu'on va échanger et puis apprécier toute activité, mais c'est dans le travail et c'est dans cette richesse qu'il faut creuser pour découvrir dans quel mode on peut exceller. Est-ce que c'est dans l'auditif, c'est dans le visuel, c'est dans le contact réel, c'est dans l'aide, c'est dans l'échange. Je crois que c'est à nous de faire l'effort de trouver un peu les programmes et puis d'inviter les familles à retrouver, mais aussi de palper la souffrance des familles qui n'ont pas cette chance et puis n'ont pas le cadre pour renforcer leur réseau, pour leur donner les idées et puis renforcer les liens entre les professionnels qui peuvent les aider et puis se projeter dans tout ce qui peut être projet individuel suivant le rythme de leurs enfants pour qu'on puisse faire ne serait-ce que ce relais pour permettre à ses parents et à ses enfants de vivre différemment les cadres, ceux qui accompagnent l'enfant et ceux qui peuvent le vivre différemment. En tout cas, on souhaite qu'un maximum d'enfants puissent en profiter cet été. Et merci pour cette pensée adressée à ces enfants et aux parents justement de ces enfants en situation de handicap. Merci infiniment Aïda pour ces précisions. Et voilà, je leur souhaite en tout cas à tous d'agréables vacances. Voilà, les vacances, donc c'est aussi énormément de contact avec la mer. On parlait tout à l'heure d'une association que j'ai citée, l'association Récif, qui fait énormément
de bien à la mer, en purifiant le fond marin, aussi en initiant les personnes à l'appréciation de la mer et à la protection de la mer. Donc nous allons découvrir un peu leurs activités grâce aussi à ce petit témoin qu'on a eu. Il s'agit d'Amalie Siredir qui s'est déplacée justement jusqu'à la Pérouse pour voir un petit peu les passionnés de cette association, et on va les découvrir d'ailleurs ensemble. On revient juste après pour découvrir un autre passionné de plongée. Restez avec nous, mesdames et messieurs. Envie de découvrir un autre monde? C'est parti pour une expérience plus que merveilleuse. Une expérience unique que vous n'êtes pas prêt d'oublier. La plongée sous-marine vous emportera dans les profondeurs du Grand Bleu et vous fera rêver. Je ne pourrais décrire ce qu'il y a sous l'eau. C'est vraiment très agréable de découvrir les fonds marins. C'est très apaisant de pratiquer cette activité. Ça donne vraiment une sensation merveilleuse sous l'eau, une sensation d'apesanteur qui mène personnellement et le bleu profond, abyssal en dessous de nous. Et bien sûr les reliefs, les paysages, la faune, la flore sous-marine. À chaque plongée, on découvre un truc nouveau, on explore et c'est vraiment un plaisir, un sentiment agréable. Exploration et forte sensation, mais surtout découverte d'un monde fascinant et souvent mystérieux, peuplé de créatures belles et différentes et des coins et recoins d'une beauté époustouflante. Quand on descend sous l'eau, c'est tout un autre monde et c'est magnifique. Beaucoup d'espèces qu'on ignore l'existence, donc c'est magnifique. Et il y a aussi des espèces qui sont qu'on peut trouver sous l'eau qui sont indicatrices de pollution. C'est des bioindicateurs de pollution qui aident à gérer les écosystèmes et faire en sorte que tout va bien. Justement, le Club Récif est bien plus qu'un simple centre de loisirs, car en plus des multiples actions pour la protection de l'environnement, il propose une expérience de plongée unique et émouvante pour des enfants atteints de handicap. On est une association de plongeurs et on vise surtout des actions pour la protection de l'environnement, le recyclage, et on a aussi une section handi-plongée, c'est-à-dire rendre accessible la plongée sous-marine pour les enfants à besoins spécifiques. On leur fait des baptêmes en piscine bien sûr, et même des formations adaptées et spécialement conçues pour eux, avec des moniteurs formés. Pour ceux qui ont l'audace d'explorer les fonds marins, la plongée sous-marine offre une expérience qui mélange l'excitation de l'inconnu avec le calme et la tranquillité de l'environnement sous-marin. C'est une aventure qui, une fois essayée, ne sera jamais oubliée. Et j'ai envie de saluer une autre association, ou plutôt un club de plongée, Blue Planet à Skikda, qui fait exactement le même travail, qui fournit le même effort pour ce qui relève de l'environnement, mais aussi de l'amour et la passion pour la mer. Alors, on parlait tout à l'heure d'un invité qui est tout aussi passionné que ces plongeurs qu'on vient de découvrir, ceux du club Récif, donc qui est à Alger. Et il est présent, il s'est installé. Il s'agit de Toufiq Mezari. Bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Je vous remercie également pour cette... On est ravis de vous recevoir, Toufiq, d'autant plus que vous avez énormément de passion dans la vie. Et donc, c'est un moment c'est un témoignage que vous allez offrir. Oui, peut-être que vous allez booster des passions qui sommeillent chez certains des téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Oui, au début, c'est la passion dont je veux vous parler, c'est la photographie. La photographie, oui. C'est vraiment votre dada. Oui, la photographie, c'est ma passion. J'ai aimé depuis mon jeune âge. Donc, c'était au début les appareils photo 35 mm et tout. Donc, c'était... C'est-à-dire que d'abord, vous étiez dans le... Comment on appelle ça, digital? Non, avant le digital. Avant le digital, oui.
je possédais un appareil photo. Classique. Donc, classique, oui. Mais je m'amusais à... Qui c'est qui vous a offert le premier? Oui, c'était mon frère aîné. Il avait un appareil, donc je me régalais avec. Donc, Très bien. je faisais des photos pendant des événements familiaux, des fêtes et voilà. Donc, on va s'imaginer que vous avez déjà 20 ans, mais non, vous aviez 10 ans, tout simplement. Oui, j'étais peine trop 10 jeune. ans, vous Oui, étiez je me déjà souviens même, piqué dans la je me famille. souviens même pas l'âge que j'avais à l'époque. Oui. Mais c'était une passion qui m'a tenu à cœur et que j'ai développé à travers le temps, mais surtout ces dernières années avec le monde digital et tout. J'ai appris beaucoup de choses à propos de la photographie, comment prendre des photos et c'est quoi les principes de la photographie, les bases et tout. J'ai appris tout ça via le net. On voit de très jolis chatons, ce sont les vôtres? Ouais. Une photo vient d'apparaître, ce sont les vôtres? Oui, ce sont les miens, oui. Ce sont des moments de vie que vous figez. Oui, mais avant de parler de la photographie, je voulais vos impressions par rapport à ce reportage qu'on vient de découvrir. Donc, ce groupe de plongeurs, est-ce que vous ressentiez les mêmes sensations décrites par eux? Bien sûr, parce que j'ai fait de la plongée sous-marine. C'était vraiment agréable. C'est un monde qu'on a envie d'y rester parce que c'est autre chose. C'est pas pareil comme le monde qu'on vit. Oui, on est en dessous, on n'a plus envie de ressortir, effectivement. Oui, c'est une thérapie en quelque sorte. Voilà, donc quand je plonge, je me sens vraiment libre de toute autre chose qui me freine dans la vie. Voilà, et vous croisez cette faune marine. Oui, la faune et la flore, c'était vraiment, surtout la période du printemps, c'est des couleurs extraordinaires. On ne peut pas imaginer la diversité de la faune et la flore qui est en dessous qui est sur la côte d'Alger, effectivement. Et d'ailleurs, vous aviez envie de temps en temps d'avoir un bon poisson à table, et donc vous vous êtes mis à la chasse aussi. Oui, bien sûr, oui, je fais aussi de la chasse sous-marine, mais parfois c'est pas... Sans être un gros prédateur. Non, jamais. J'espère. Non, on fait ça pour le plaisir, c'est pas pour avoir autre chose. Donc, c'est ça. Donc, très bien. Yazid me dit à l'oreille que Yazid Mahiddine, qui va passer dans un petit instant, a reçu un très bon poulpe. Oui, je lui ai offert dernièrement. J'ai attrapé un poulpe et elle a... qui a fini par une bonne salade de poulpe. Elle s'est régalée, voilà. En tout cas, voilà, je voulais quand même ouvrir cette parenthèse et dire que vous aussi, vous êtes passionné de plongée. C'est pour montrer aussi que vos centres d'intérêt sont tellement multiples. Voilà, dès qu'un domaine vous intéresse, vous plongez dedans. Je m'accroche voilà. Tout simplement et j'essaie de me développer dans le domaine que... Oui. On va en tout cas découvrir certaines de vos photos tout en discutant de cette passion que vous avez entretenue depuis l'âge de 10-15 ans et qui continue un petit peu de vous habiter, cette passion pour la photographie, voilà. L'appareil ne vous quitte jamais. Oui, l'appareil est toujours disponible. Maintenant, on utilise aussi nos portables. Oui, maintenant, il y a une petite vidéo slow motion que j'ai pris la semaine dernière. D'accord. En entrant au travail, j'ai aperçu un papillon qui volait tout près de moi. Et tout de suite, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris le slow motion. Vous avez figé, vous avez capté ce moment. J'ai capté ce moment. Avec grand plaisir. Qui ne va pas se répéter. Même si on cherche l'action, on ne va pas la trouver. Donc il faut toujours être prêt à prendre des... à capter. à capter des... Voilà. De jolis galets qu'on a vus sur la plage. Là. C'est votre composition. Donc il vous arrive aussi de composer et de créer quand même comme ça une atmosphère. Voilà. Oui, bien sûr. On essaie toujours d'immortaliser les moments sensationnels, surtout pendant la vie, durant la vie. Voilà. Donc, excellent, excellent. Merci. Donc, quel est le moment le plus insolite que vous avez vécu en étant ce photographe amateur, on dirait?
j'ai pas comment dirais-je, des moments précis, mais la plupart des temps, j'apprécie tout le temps, moi. Elle est belle, la Marguerite. Ouais. Elle est vraiment belle. Oui, des fois on part avec Yazid au parc zoologique, on faisait des... On a vu un petit peu vos vidéos. Ouais. Vous faites des études documentaires, photographiques. Des photographies et tout. Donc on s'amusait, en même temps on fait du sport, on essaye de maintenir notre santé en très bonne santé. Voilà, en tout cas, vous êtes comme moi, vous aimez les chats, parce qu'il y a plusieurs poses de chats qui sont passées depuis tout à l'heure. C'est ça. Quand je vois quelque chose qui me plaît, je le prends en photo. Donc, c'est pas... Oh, ce sont des êtres mignons et magnifiques. Voilà, regardez-moi, il louche un peu. Oui, le siamois, oui. Un petit siamois qui a comme ça un petit strabisme, c'est mignon. En tout cas, voilà. Et en général, parce que certaines personnes sont intéressées plus par le paysage, d'autres par le portrait. Qu'est-ce qui vous passionne le plus? Moi, en général, je fais des paysages, mais des fois les portraits, j'aime prendre des portraits. Quand le visage vous inspire, ou l'expression. C'est vrai, c'est ça. Oui. Quand ça sera adéquat à mes ambitions, Là, on vient de voir une belle vague qui a été aussi figée par un... C'était l'année dernière à Béjaïa, donc j'ai vu comment dirais-je, l'endroit m'a inspiré d'avoir une belle photo pour vous étiez sur une barque ou vous étiez sur un rocher? Non, j'étais à la plage. Ah, carrément? Carrément à la plage. Parce qu'on voit des rochers, on a l'impression que vous êtes dedans. Oui, c'est ça. C'est beau, Béjaïa. C'est une des plus belles régions de notre pays. Ah oui, il y a des plages vraiment. Le littoral est magnifique. Le littoral algérien, il est vraiment magnifique parce que il y a des endroits que les gens ne connaissent pas. Donc, il faut préserver ces endroits, il faut les préserver pour l'avenir de nos enfants et pour rester... Absolument, mais Béjaïa, il y a un relief comme ça qui rejoint la mer, autant que Djidjel aussi. Oui, c'est ça. Il y a toute cette forêt du parc de Taza. La forêt suivie de la mer. Et qui donne ses reflets sur l'eau et ses couleurs c'est formidable. Qui inspirent les photographes comme vous, bien sûr. j'imagine. Oui, c'est ça. Très bien. Voilà. Donc voilà, je disais tout à l'heure que vous êtes vraiment passionné de différentes manières. Vous avez aussi beaucoup... vous êtes mélomane, vous appréciez la musique de manière générale et vous en jouez aussi. Oui. Donc 2 instruments de prédilection. Oui, je joue un peu, c'est pas vraiment professionnel, mais parfois je suis resté comme ça, je reste comme ça à la maison. Ça m'inspire des chansons d'autres fois, donc j'essaie de les refaire à ma manière, bien sûr. Piano, guitare, selon l'inspiration. Oui, selon l'inspiration. Ouais, selon l'inspiration, mais en tout cas, qu'est-ce qui vous gêne? Vous n'avez pas envie de franchir le pas vers le professionnel? Vous avez peur? Non, je parle de la photographie. Oui, ça n'a pas, je sais pas, ça m'a pas venu à l'esprit. Voilà, c'est ça. Mais vous aimez partager vos photos. En tout cas, vous avez une page. On va la citer cette page. Art and Passion. Oui, sur Facebook. Donc à chaque fois quand je fais des shootings qui me plaisent, moi personnellement, je les partage sur Facebook. Art et passion, donc Art and Passion, vous avez choisi l'anglais. Donc voilà, pour ceux qui aimeraient vous suivre dorénavant et peut-être vous organiser une exposition, parce que ce serait bien aussi. Oui, peut-être bien, oui. Ce serait bien d'exposer certains de ces clichés à un public. Inch'Allah, on va essayer de faire ça. Je vous le souhaite en tout cas. Merci. Mais on n'a pas fini de parler de vos intérêts, parce que voilà, tout à l'heure on parlait de certains plongeurs qui avaient aussi un côté écologiste. Vous êtes un plongeur qui s'intéresse aussi à la santé du corps humain de par des programmes de nutrition. Oui, c'est ça. Donc, ça fait maintenant presque une année que je suis un programme de nutrition de la santé métabolique parce que auparavant, plutôt, quand je suis entré dans cette communauté de la santé métabolique, j'ai appris que
le mode de vie qu'on vivait auparavant, c'était faux. C'était faux parce que la nutrition, c'est la santé. Absolument. Oui. Il faut tout d'abord savoir quoi manger et quand manger. Et sans oublier les compléments. Oui, les compléments alimentaires et surtout ne pas oublier l'activité physique. L'activité physique est indispensable. Oui, la sédentarité est l'ennemi de l'être humain et du corps humain. Bien sûr, c'est ça. Donc, d'après les statistiques de l'OMS, ils ont constaté que 4 maladies majeures, plutôt 70% des décès sont dus à 4 maladies majeures. Des maladies cérébrales, cardiovasculaires, la tension artérielle et la pneumonie. Donc ces 4 percutent sur 70% des décès dans le monde. Donc, après des recherches, bien sûr, ils ont constaté que la résistance à l'insuline est la racine de toutes ces maladies. Les maladies chroniques, telles que le diabète. Mais la sédentarité elle-même donc, provoque un ralentissement de l'activité du foie, un ralentissement endocrinien, et tout ça entraîne effectivement toutes ces maladies qui sont difficiles à gérer. C'est la première cause, c'est la résistance à l'insuline. Absolument. La résistance à l'insuline, il y a beaucoup de... les deux facteurs les deux facteurs majeurs qui percutent sur qui excitent la résistance à l'insuline, c'est bien le stress et le mode de vie. Voilà. Absolument. Voilà, c'est ça, ces deux facteurs sont les plus redoutables, je peux dire. Oui. Et n'est-ce pas que l'été est propice justement à l'activité? Oui, c'est ça. Voilà. Parce que pendant l'été, on aime les sucreries, les glaces et tout. Mais on a aussi la possibilité de nager, on a la possibilité d'aller en forêt, de faire des randonnées, de marcher. Sûr. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, voilà, on a été ravis de vous recevoir. Bon, dans le cadre de cette activité liée à la nutrition aussi, vous êtes très actif et dynamique sur les réseaux sociaux. Donc, on peut aussi donner votre page. Oui, bien sûr, sur TikTok, Sahhat al-Aïdiyya, sur TikTok. Et pour le Facebook, c'est tout fermé, Tito Mizari. Tito Mezari sur Facebook. Voilà, Tito Mezari pour les intimes et pour nous ce sera Toufir Mezari qu'on a vraiment eu du plaisir à recevoir ce matin. Merci, je vous remercie. Je remercie Tonton Yazid. Et oui, je vous souhaite en tout cas de passer un agréable été et de profiter justement de toute la beauté de la nature et de la beauté aussi de ce climat magnifique dont on jouit dans notre pays. En tout cas, on vous souhaite bon vent et peut-être qu'on vous retrouvera à l'occasion d'une expo. Qui sait? Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, bon vent pour tout ceci. Merci pour l'invitation. Et puis, merci d'être avec nous ce matin, mesdames, messieurs. Et tout de suite, on va continuer d'abord par ce reportage qui va nous permettre de plonger au cœur du théâtre. Et oui, il y a aussi une multitude d'activités culturelles qui sont organisées, qu'il faut suivre absolument et dont il faut profiter. Donc cet été, on va aller au cœur d'une pièce italienne tout de suite. Il s'agit d'une pièce italienne intitulée Le Dernier Été et c'est Samia Boaror qui nous l'a fait découvrir. Allons-y. Facciamo una revisione dei processi, così ve ne torniate liberi e cresimati. L'été dernier, une pièce théâtrale italienne avec sous-titrage en français, présentée au Théâtre National Mahieddine Bashtarzi à Alger, présentée par Simone Lolio et Giovanni Santaghello. Ce spectacle, écrit par Claudio Fava, a été mis en scène par Chiara Caligri, qui a reconstitué le souvenir de l'assassinat des deux juges italiens Falcone Giovanni et Paolo Borsellino par la mafia en 1992, tout en mettant en lumière l'amitié qui les liait. Cette pièce a été dédiée à leur mémoire. Une réalité douloureuse, certes pour le peuple italien, mais aussi une source de fierté pour lui, selon l'ambassadeur d'Italie en Algérie, qui a salué cet échange culturel et historique entre les deux pays. C'est le 13e spectacle après Anna Baoran.
Et c'est une histoire très italienne, c'est une histoire de la lutte contre la mafia. Et l'exemple des juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, c'est un exemple exemplaire de serviteurs d'État qui ont lutté contre un phénomène criminel comme la mafia. Et ils ont payé cette lutte avec leur sacrifice, avec leur vie. On sait que le public algérien a envie de culture italienne et on sait aussi que la culture, c'est le pont plus facile pour la compréhension réciproque entre les peuples. De la gestuelle, du chant, un décor, un éclairage, tous les éléments étaient en harmonie, en plus du jeu talentueux de ces acteurs de théâtre professionnels. Je suis Simone Luglio, je suis le comédien qui jouait la part de Giovanni Falcone, le juge. Et lui, c'est Giovanni Sant'Angelo et mon rôle c'est Paolo Borsellino, l'autre juge et ami de Giovanni Falcone. Une philosophie de vie. Il a représenté avec sa vie parce que Falcone et Borsellino ont fait leur travail, leur mission. La mise en scène tente à devenir un spectacle à part entière. Chiara Caligri a eu le rôle décisif dans le passage d'une histoire réelle à une représentation concrète sur les planches du théâtre. La mise en scène, c'était un peu difficile parce que ça, c'est une histoire vraie. C'est une histoire qui touche beaucoup les Italiens. Et quand on a choisi de raconter en sa pièce l'histoire de Falcone et Borsellino, on a choisi de les raconter avec un point de vue qui c'est sur l'amitié. Et on a aussi décidé d'utiliser deux langages, le langage théâtral, avec les éléments, les dialogues et aussi les mics, parce qu'on a pensé que c'est bien que les personnages ils parlent directement avec le public pour dire leur vérité. Le public algérien c'est très très fort. Nous avons le sentiment, oui, aussi le sentiment, l'énergie qui arrive et la participation du public algérien. Le public était en symbiose avec le jeu des acteurs et la magie du 4e art a bien fait des œuvres. Et sous cette belle brise d'été, nous allons tout de suite dire bonjour à Samira Hadjamar. Bonjour Radia, ça va? Ça va très bien. Alhamdoulilah. Voilà. Très bien. Fraîchement, Oui. avec un jus qui a une couleur spéciale. Avec la nature, qui rappelle la nature. Je crois que ça rappelle le mojito. Le mojito ou alors du jus de... Une citronnade ou alors du persil. Non, ça peut être du concombre aussi. Oui, un mélange d'avocat, de persil. Moi, ça me fait penser à la chlorophylle. Tout à fait. En tout cas, c'est bien fait. En tout cas, j'espère que vous profitez du Farnien, de la plage, du beau temps. En tout cas. Bonjour Yazid. Bonjour Yazid. Ça va? Yazid se rafraîchit avec cette chaleur. Oui. En tout cas, ça me rappelle mon enfance, voilà, ce petit éventail. Je pense qu'il est à mon grand-père. Hein. Ah, voyais, moi aussi. C'est l'ADN qui se manifeste en fait. Il faut que je recherche le mien. Je ne sais pas où il est. En général. Enfin, il faut décoder le génome là. Hein. Ah ouais, on parlait de chlorophylle, c'est de la verdure en tout cas qui est dessinée dessus. Il est très beau. Oui, c'est vrai que voilà, par ces temps de chaleur, c'est bien d'avoir un petit éventail, toujours dans son sac. Et Yazid, vous allez tout de suite commencer à nous parler justement de cette pièce. Oui, j'ai été voir cette pièce, j'ai rencontré les comédiens, j'ai discuté avec la metteur en scène Chiara Calagria et Giovanni Sant'Angelo et Simone Luglio. Ils étaient déjà invités sur ce plateau et vraiment c'était un moment très très intense, un moment de théâtre d'une grande qualité en fait. Comment ils ont restitué les derniers moments, l'intimité de ces deux
juges anti-mafia qui ont été assassinés en 1992, et comment le théâtre essaye de restituer ces moments d'intimité, cette amitié, ces deux hommes qui se sont engagés pour l'État, ces deux hommes qui sont là et qui ont vécu pleinement ces moments. Et le travail de Chiara Callegria, c'était un travail titanesque de pouvoir créer autant d'émotions avec un décor un peu très minimaliste, avec quelques agencements de tables, de dossiers, etc. Et les deux, Giovanni Santangelo et Simon Leblio, ils étaient là, côte à côte, avec juste un micro. Ils commençaient à nous présenter un déroulé d'une grande théâtralité. C'est un moment où on se disait comment cet homme arrive à traduire les sentiments de ceux qui sont partis, qui ont été assassinés. C'était vraiment un moment très très intense. J'étais vraiment... On l'a bien senti à travers juste l'extrait. Tout à l'heure, Samira, beaucoup d'énergie. Ce comédien qui exprimait avec vraiment force sa rage. J'imagine sa rage et sa frustration d'être quand même tout le temps dominé par cette mafia italienne. En fait, c'est plus cette humanité que ces deux juges qui étaient... Ils sont pris dans le travail, ils sont pris dans l'instruction, ils sont pris dans un travail quotidien, routinier, de chercher, et puis d'avoir peur, parce qu'ils ont des familles, ils ont des enfants, ils doivent y aller prendre un café, ils doivent se déplacer, ils savent qu'ils sont condamnés, que la force du mal les guette. Mais ils ont continué à vivre, à s'aimer, pour le devoir de justice. Voilà, c'est ça. Et tout ça, le théâtre a pu le restituer. Tous ces petits lambeaux de vie comme ça, le théâtre a réussi à nous le transmettre, à transmettre autant d'émotions. Et le théâtre, c'est l'émotion. C'est magique. C'est magique. En fait, c'est ça ce que Claudio Fava, qui est le metteur en scène, celui qui a écrit cette pièce, et Chiara l'a présentée, donc l'a réalisée pour le théâtre régional de Annaba, Azim Medjoubi, pour le théâtre régional de Rouen, Abdelkader Aloula, et le théâtre Mahieddine Bechtazi le 13 juillet dernier. Il était à Oran à l'occasion des journées du théâtre méditerranéen. Voilà. Très bien. Très bien. Samira, justement... Et moi aussi, j'ai fait mon théâtre aussi, au parc zoologique. Allez, on va y aller rapidement pour laisser le temps à Samira de s'exprimer. Nous allons voir ce moment magique au parc zoologique et présenter une plante. Ah, simplement une plante. Voilà, une belle plante. Pas n'importe quoi. Présentation très théâtrale. Elle s'appelle comment? Vous allez la voir. Hein. D'accord. Bah oui. En attendant, nous allons prendre ce jus. De la chlorophylle. Mais c'est quoi? C'est du kiwi? Peut-être que c'est du kiwi. J'avais pas pensé au kiwi. Ce jus. En tout cas, quand il fait chaud, ça rafraîchit. Tu peux dire un mot moi, j'allais faire l'analogie avec Assia Djbar. Absolument, j'allais faire pareil. A choisi aussi... Assia Djbar, on ne la présente pas, c'est Fatma Zahra Himalayen. Elle a choisi aussi de transposer la réalité à l'image. Bon, c'est pas le théâtre, mais c'est quand même magique. Et elle a choisi le documentaire pour exprimer ce qu'elle n'a pas écrit. Mais elle a utilisé aussi l'écriture pour continuer, pour la continuité de... Parce qu'il y a de la narration dans ces films. Il y a beaucoup de narration, absolument. Il y a le commentaire. C'est-à-dire quoi, on ne regarde pas la belle plante de Yezid? On va voir peut-être la vidéo. Il y a eu un tout petit souci, mais qui vient d'être réglé. On va voir la vidéo tout de suite et on continuera avec. Alors Yezid, quoi de neuf? Oui. Ouh. Là, j'ai fait 40 km, pardon. 40 mètres. Donc là, on est avec une plante, un arbuste, c'est Rhythamas phaerocarta. C'est une légumineuse, c'est pratiquement un arbuste de 3 mètres. Vous voyez qu'il est... vous voyez qu'il y avait on a des feuilles papillonnées, vous voyez là. Et puis cette légumineuse... on voit comme des antennes, elles sont là, elles sont luxuriantes. Et
Et vraiment, c'est magnifique de voir toute cette beauté. Elle est là, elle nous accueille, elle est accueillante. Et puis, pour la santé, oui, pour le système respiratoire, pour les infusions, c'est utile. Et puis, il y a également pour tout ce qui est gastrite et les vers intestinaux. Donc voilà, cette légumineuse, c'est Fabal. Donc, ça s'appelle aussi Fabal, la division des Fabal et des Magnolia, l'ordre des Magnolia. Et puis, donc, vous voyez que c'est très, très beau, notamment cette couleur jaune. Vous voyez que c'est magnifique. Et voilà, donc, je vais continuer à courir. Bah voilà, hein, j'aime bien comment il s'est mis debout au début. Oui. Après, il est venu essouffler, il a couru 2 mètres. 40 km. Excellent comédien, Yazid. Ah ben oui, la boute. Il faut dire, non mais ça fait du bien, tu cours. Il a couru 2 mètres et non, puis il après, court. Essoufflé. C'est pas mal. C'est pas mal. Merci Yazid, merci Yazid. On peut y aller ensemble à courir. Oui, un de ces jours, c'est un défi qui me lance. On va y aller un de ces jours, on va y aller. Alors on y va maintenant pour essayer de Non mais juste, moi j'ai jamais couru. Après personne et surtout pas courir comme Jamais. Ouais, ben on Il y a un début pour tout. Je pense pas. Il faut jamais avoir du courage. Il faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de chien. Une petite marche, en petite foulée, voilà. Oui. Un de ces jours, une situation t'obligera peut-être à courir. Mais enfin voilà, on revient en tout cas. Et on va courir en parlant de Assia Djebar. Oui, parce qu'on ne peut pas tout dire sur Assia Djebar. Assia Djebar est une personnalité mondiale. Elle est algérienne, elle est née à Cherchel, elle est d'origine de Gouréa, mais c'est un auteur, c'est une personnalité. Elle n'est pas seulement un auteur, elle est une femme de lettres, une femme des arts, de culture. Elle a évolué dans le monde entier. Elle a porté l'Algérie, parce que ça a commencé en Algérie, ça a commencé à Cherchel. C'est là-bas qu'elle a entendu les premiers chuchotements. C'est là-bas qu'elle a été impactée la première fois, d'abord par son père, parce qu'elle vénérait son père, et par sa mère, parce que sa mère était une femme élégante. C'est une Berkani, une descendante de l'un des compagnons de l'émirat d'El-Kader. Ils sont originaires de Dahra, donc elle a eu en héritage aussi ce qui s'est passé, notamment les enfumades. Il y a l'épopée de Berkani qui est exactement. La résistance de Berkani est très connue du côté de Cherchel. Voilà. Donc, elle a été impactée par toute cette histoire. Sa maman. Et ça explique un peu son penchant aussi pour l'histoire, parce qu'elle a enseigné l'histoire. Elle est historienne et elle a enseigné l'histoire. Elle a enseigné. Elle a un rapport très particulier avec l'histoire, avec la langue, et c'est quelque chose sur lequel elle a travaillé toute sa vie, qu'on retrouve dans son travail, dans son être. Elle ne s'est pas justifiée, mais elle s'en est expliquée tout au long de son parcours. Et tout son œuvre, c'est d'abord son histoire à elle, ses racines à elle. Et je ne sais pas comment dire, c'est un personnage de première fois. C'est la première femme maghrébine, algérienne, peut-être africaine, je suppose, qui a réalisé un film documentaire. Elle a écrit un livre bien avant l'indépendance de l'Algérie. C'était La Soif. Elle a participé, elle a étudié, et c'est grâce à son père. C'est sa mère qui a demandé à son père de l'inscrire à l'école coranique, mais c'est son père qui était instituteur, donc qui lui a permis de faire des études. Elle s'est posé la question plus tard si ça n'avait pas été le cas, si elle s'était contentée de rester à la maison, tels que les personnages qu'elle décrit très souvent dans son œuvre, en fait. Quelle aurait été sa vie, quel aurait été son parcours. Assia Djebar, elle a fait essentiellement 2 films, dans un court-métrage. Le premier, c'est La Nouba, des femmes du Mont Chenois. Voilà, peut-être qu'on peut regarder un petit extrait. Oui, pourquoi pas. On l'avait prévu. Voilà, en tout cas, c'est le personnage de Lila qui retourne au Chenois sur les traces de sa mère Zulekha. Et qu'est-ce qui va se passer pour Assia Djebar? Ce documentaire a compté parce qu'il a été retrouvé dans de nombreux ouvrages qu'elle a écrits plus tard, dans Vaste est mon pays.
Donc, qu'est-ce que c'est? C'est 25 heures. Elle a réalisé 25 heures d'enregistrement de femmes, oui. De rush, voilà. Elle n'en a pas utilisé l'intégralité. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une femme, donc Lila, qui retourne dans le village de sa mère. Sa mère était dans le mouvement de résistance et elle va interroger des femmes. Elle va aller dans un quotidien, elle va retrouver des traditions, elle va... c'est toute l'histoire de la région, toute l'histoire de ces femmes, mais aussi toute l'histoire de la femme algérienne et probablement dans l'universalité, dans le monde entier. Voilà, Essia Djbal, c'est quelqu'un voilà qui a... Voilà l'extrait qui arrive. Oui. Donc, voilà. Donc voilà, c'est vraiment très ancien. C'est une ancienne image qu'on vient de voir. C'est la production les deux sont des productions de la RTA, donc Radio-Télévision algérienne, la télévision algérienne. Essia Djbal va interroger les femmes toute sa vie. Elle va s'interroger sur la condition des femmes. C'est une féministe, c'est une avant-gardiste. C'est quelqu'un qui a voulu que les femmes s'éveillent, qu'elles prennent, parce qu'elle-même l'a fait à une époque. On est avant 62, on est dans un village au sommet d'une montagne. Elle est issue d'une tribu et elle va rayonner. Le film, il est construit sur le mode de Nouba, du Msaddar jusqu'au Khlas. Ce qui est magnifique. Parce que sa mère était une femme élégante et citadine et qu'elle avait un cahier de musique andalouse. Donc la région, on la connaît, hein. Elle est imprégnée par cet art. Et Essia Djbal s'en inspire. C'est ce qu'elle voit, c'est ce qu'elle écoute dès qu'elle est petite. Quand elle est petite, elle est impactée par son environnement. Et c'est ce qui va compter. Et quand tu vois toute son œuvre comme... Voilà. Aujourd'hui, on a découvert une partie de cette œuvre cinématographique. Elle a eu des distinctions, elle a eu des prix. Elle a eu le prix de la Nostra de Venise pour la Nouba des femmes du Mont Chenois. Elle a eu un prix aussi pour la Zerda. On peut en laisser pour la prochaine? Oui. J'aimerais bien qu'on continue parce qu'elle mérite vraiment tous les éloges. Surtout l'hommage à Zulekha Oudaï. Oui, bien sûr, Zulekha Oudaï qui est de... En tout cas, merci infiniment. En tout cas, on retient ça, c'était épisode 1. Épisode 1, oui, on viendra même peut-être avec un documentaire. Oui. Voilà. Excellent, merci infiniment Samira pour cette présence. Merci, merci, voilà. Merci surtout à ceux qui étaient avec nous depuis le début, on vous remercie, on vous embrasse, on vous souhaite de passer de bonnes vacances pour ceux qui entament et puis de passer de bons moments en cette journée. Profitez-en et à très vite. Au revoir.